Sylvanie a disparu en 1991 pendant sa propre fête d'anniversaire. Sa mère l'avait laissé jouer avec les autres invités et lorsqu'elle est venue vérifier comment il allait, il s'était volatilisé sans laisser de traces. 10 ans plus tard, en parcourant une vente de garage, elle aperçoit sur une table un objet étrangement familier, un bien personnel appartenant à son fils disparu, quelque chose qu'elle n'aurait jamais dû revoir. Le soleil de l'après-midi projetait de longues ombres sur les rues bordées d'arbres de Maple Hollow, en Pennsylvanie. C'était un de ces parfaits samedis d'automne, en septembre, quand les feuilles commençaient tout juste à changer, peignant le paysage suburbain de Chauda. Chautinta d'ambre et d'or d'or. La ville, connue pour ses clôtures blanches et ses foires saisonnières, conservait ce charme de petite ville où les voisins se saluaient depuis leur porche. Ellen Whitmore était assise dans son salon, fixant le même endroit sur le mur où une photo de famille était autrefois accrochée. Elle l'avait retirée des années auparavant, car regarder le sourire éclatant de Nathan était trop douloureux. La sonnette retentit, interrompant sa rêverie. « Helen, c'est moi », lança la voix de Donna à travers la porte. « Tu es prête ?» Helen ouvrit la porte et trouva son amie, avec ce regard déterminé qu'elle arborait toute la semaine. Donna avait insisté pour la faire sortir de la maison, suggérant qu'elles aillent chillant à la vente de garage communautaire de Lavender Grove, à seulement 4 pâtés de maison. « Je ne sais pas si j'en ai la force, » dit Helen, tout en attrapant sa veste. « Tu as besoin de cette sortie, » insista Donna, sa voix douce mais ferme. « Ça fait 10 ans, Helen. Tu ne peux pas continuer à vivre ainsi. » 10 ans. Les mots pesaient lourd dans l'air. 10 ans depuis que Nathan, son fils de 8 ans, avait disparu lors de sa propre fête d'anniversaire. L'affaire était classée depuis longtemps. La police n'avait plus de pistes et Helen vivait dans un état perpétuel de chagrin et d'attente. Le détective sortit un dossier et lui montra des documents officiels. Walter Griggs était bien sergent de police, retraité avec tous les honneurs. L'officier Chen, qui avait reconnu Walter plus tôt, s'approcha d'eux. « Madame, si je puis me permettre, Monsieur Griggs était très respecté dans cette petite ville durant les années 70 et 80. J'ai brièvement travaillé avec lui avant sa retraite. Je ne peux pas croire qu'il ferait du mal à un enfant. »« Mais la Game Boy !» protesta faiblement Helen. « Ces autocollants !»« Nous ne pouvons pas prouver qu'il s'agit réellement de celle de Nathan, » expliqua le détective Morrison. « Nous n'avons pas trouvé d'ADN dessus. Sans preuve concrète, nous ne pouvons pas enquêter sur M. Griggs comme suspect. » Il se tourna vers la maison où Walter se tenait sur son porche, les bras croisés, semblant être un citoyen outragé. « Monsieur Griggs, » dit le détective Morrison, « nous aimerions votre permission pour conserver la Game Boy comme preuve potentielle. » Walter balaya l'air d'un geste dédaigneux. « Prenez-la, je n'en ai pas besoin. » Il regarda directement Helen. « J'allais la vendre de toute façon. Je vous l'aurais vendue si vous n'aviez pas été si agressive en m'accusant de choses terribles. »« C'est celle de mon fils, » dit Helen, plus stable maintenant, mais toujours avec une pointe de suspicion. « C'est une preuve. Je n'achète pas ce qui nous appartient déjà. » Le détective Morrison s'interposa. « Monsieur Griggs, pouvez-vous nous dire quand et à qui vous avez acheté cet appareil? » Walter remua, mal à l'aise. « Je ne m'en souviens même pas. C'était dans un marché aux puces quelque part. Je l'ai acheté pour mon neveu. » Il s'arrêta, et Helen remarqua l'hésitation. « Pour mon neveu », répéta-t-il. Les yeux d'Helen s'écarquillèrent. Il avait failli lui dire « fils ». Elle en était certaine. Elle lança un regard au détective Morrison et vit à son expression qu'il l'avait remarqué aussi. Cette petite hésitation la calma, l'empêchant de paniquer à nouveau. « Madame Whitmore, »
dit le détective Morrison. Pourriez-vous nous suivre au commissariat pour faire une déclaration officielle? Helen acquiesça et se tourna vers Donna. Je vais y aller seul avec les officiers. Donna la serra fort dans ses bras. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit, n'importe quoi. Helen monta dans la voiture de police, laissant Donna sur le trottoir. En s'éloignant, elle vit Walter Griggs dans le rétroviseur, toujours sur son Porsche, discutant avec les autres officiers. Le commissariat de police, un modeste bâtiment en briques, servait la communauté depuis des décennies. Helen y était venue trop souvent au fil des ans, d'abord pendant l'enquête initiale, puis pour des mises à jour de plus en plus rares, jusqu'à ce qu'elle cesse complètement. À l'intérieur, elle fut conduite dans une petite salle d'interrogatoire où elle relata les événements de la journée. L'officier qui prenait sa déclaration tapait soigneusement, demandant parfois des précisions. Quand elle eut fini, elle signa plusieurs documents, sa main se crispant sous l'effort répétitif. « Je veux revoir la Game Boy », dit-elle soudain. L'officier parut hésitant, mais passa un appel. Quelques minutes plus tard, une technicienne médico-légale apparut avec l'appareil dans un sac à preuves. « Vérifions ensemble », dit-elle doucement. C'était une jeune femme aux yeux bienveillants, qui semblait comprendre le besoin d'Helen de voir l'objet. Elles se rendirent dans une salle de laboratoire où la technicienne sortit soigneusement la Game Boy et inséra des piles AA. Le son familier du démarrage emplit la pièce lorsque l'écran s'alluma. « Elle fonctionne encore », observa la technicienne. « Il y a une cartouche de jeu dedans. » Helen se pencha, plissant les yeux tandis que la technicienne retirait délicatement la cartouche et lisait l'étiquette colorée. « C'est celle de Nathan », dit Helen, la voix tremblante. C'était son jeu préféré. Il l'emportait partout. Elle regarda autour d'elle, l'urgence montant dans sa voix. « Vous pouvez surely trouver quelque chose avec ça, n'est-ce pas? » Le détective Morrison les avait rejointes. « Madame Whitmore, cet appareil aurait pu passer entre plusieurs mains. Peut-être que Nathan l'a laissé quelque part, qu'il a été trouvé et revendu à un marché aux puces. Ces appareils sont très résistants. »« Ça fait 10 ans, » dit Helen, la voix brisée. 10 ans, et nous n'avons pas eu une seule vraie piste. L'affaire a été classée. Mais aujourd'hui, ça doit bien signifier quelque chose. Il doit y avoir quelque chose à faire. La technicienne posa une main réconfortante sur l'épaule d'Helen. « Nous chercherons des empreintes, un horodatage, de l'ADN. Mais je dois être honnête, les chances sont minces. Cet appareil a visiblement été manipulé par plusieurs personnes au fil des ans. Ne vous attendez pas à grand-chose. » Helen acquiesça, comprenant mais n'acceptant pas. Elle observa la technicienne remballer soigneusement la Game Boy, la traitant avec le respect qu'elle méritait, comme un lien possible avec son fils disparu. « Vous devriez rentrer vous reposer, » dit le détective Morrison lorsqu'ils eurent terminé. « Cette journée a été éprouvante. Nous pouvons vous faire raccompagner par un officier. » Helen considéra l'offre. Elle était épuisée, plus qu'elle ne l'avait été depuis des années. L'espoir et la déception de la journée l'avaient vidée. « Ouais, » dit-elle doucement. « Merci. » Assise à l'arrière de la voiture de police en direction de chez elle, Helen ne pouvait se défaire du sentiment que Walter Griggs en savait plus qu'il ne le disait. Cette hésitation, quand il avait failli dire « fils » au lieu de « neveu », tournait en boucle dans son esprit. Et la Game Boy, comment pouvait-elle ne pas être celle de Nathan? L'officier qui l'escortait était aimable, faisant la conversation pour la distraire, mais Helen l'entendait à peine. Son esprit était toujours à la vente de garage, tenant cette Game Boy, voyant ses 3 autocollants Pokémon, qu'elle se souvenait avoir vu Nathan coller soigneusement.
sa petite langue, sortie par concentration. « Nous y sommes, madame, » dit l'officier, s'arrêtant devant sa maison. Ellen le remercia et entra chez elle à Maple Hollow. Lorsque la porte se referma, l'épuisement la frappa comme une force physique. Ses jambes se tremblaient et elle dut s'appuyer contre le mur pour se soutenir. Elle se dirigea vers la cuisine, ses mouvements automatiques, remplissant la bouilloire et la posant sur la cuisinière. En attendant que l'eau bouille, elle s'effondra sur une chaise, la tête dans les mains. Ce qui devait être une journée calme avec Donna s'était transformé en désastre complet. Plus elle y pensait, plus la culpabilité s'installait. Avait-elle réagi de manière excessive, fait une scène inutile? Elle imaginait les regards d'un des gens à la vente de garage, la voyant s'effondrer, accusant un policier, retraité de choses terribles. La bouilloire siffla et elle versa l'eau chaude sur un sachet de thé, regardant la couleur se répandre dans l'eau. Elle prit une gorgée, la goûtant à peine, son esprit s'emballant. Incapable de rester assise avec ses pensées, elle saisit le téléphone et composa le numéro de Donna. « Helen », répondit Donna à la deuxième sonnerie. « Tu vas bien? Comment ça s'est passé au commissariat? Es-tu encore à la vente de garage? » demanda Helen, ignorant la question. « Oui, mais je pars bientôt. Pourquoi? Je veux y retourner pour rencontrer cet homme, Walter Griggs. »« S'il te plaît, Helen, ne te fais pas ça, » dit Donna, l'inquiétude évidente dans sa voix. « Pas comme ça, » répondit rapidement Helen. « Je me sens coupable. Je veux m'excuser auprès de lui pour l'avoir mal jugé devant les voisins. Je n'aurais pas dû faire une telle scène. » Il y eut une pause. « Tu es sûr que c'est une bonne idée? »« S'il te plaît, Donna, j'ai besoin de faire ça. »« D'accord, » soupira Donna. « Je viens te chercher. » Fidèle à sa parole, Donna arriva chez Helen en 10 minutes. Helen monta dans la voiture, reconnaissante pour le soutien indéfectible de son amie. Elles retournèrent à Lavender Grove, le soleil de l'après-midi maintenant plus bas dans le ciel. Helen regarda sa montre. Il était environ 15 heures. La vente de garage touchait à sa fin. Alors que Donna se garait, Helen vit que de nombreux vendeurs remballaient. En marchant vers l'endroit où la vente avait lieu, elle aperçut Walter Griggs près de sa voiture, chargeant des boîtes dans le coffre. Ses mouvements étaient brusques, et même de loin, elle voyait qu'il semblait énervé. « Tu es sûr de vouloir faire ça? » demanda Donna une dernière fois. « Oui, » dit fermement Helen, bien que son cœur battait la chamade. Elle s'approcha de Walter près de sa voiture. Il la vit venir et se redressa, son visage s'assombrissant. « Quoi encore? » lança-t-il durement. « Que voulez-vous de moi cette fois? » Helen prit une profonde inspiration. « Je suis venu m'excuser. J'ai mal réagi tout à l'heure. Je n'aurais pas dû faire une telle scène. Je suis désolé. » Walter la fixa longuement. Son expression ne s'adoucit pas beaucoup, et il n'acceptait clairement pas pleinement ses excuses. « J'espère que les voisins n'ont pas eu une mauvaise impression après ce matin, » dit-il froidement. « Je vis ici paisiblement depuis des années. Je n'ai pas besoin de ce genre de drame. »« Je comprends, » dit doucement Helen. « Je suis vraiment désolé. » Walter claqua son coffre. « Maintenant, partez. Je dois récupérer le reste de mes affaires sous la tente. » Il s'éloigna sans un mot de plus, laissant Helen et Donna près de sa voiture. Elles retournèrent à leur véhicule sur le parking. « Eh bien, tu as essayé, » dit doucement Donna, alors qu'elle s'asseyait dans la voiture. Avant qu'elle ne quitte Lavender Grove, une autre voiture s'arrêta près de celle de Walter. C'était une Volkswagen New Beetle verte, excentrique et accrocheuse, avec sa forme bulbeuse distinctive.
Un homme, qui semblait avoir entre 25 et 35 ans, en sortit et s'approcha de Walter, qui était revenu avec d'autres objets. « C'est intéressant, » murmura Donna. Elvire Walter poussait rudement une lourde boîte vers le jeune homme, lui parlant sur un ton clairement en colère. La boîte n'était pas fermée, et quand Walter la poussa, plusieurs objets tombèrent au sol, des cartes de jeu et des voitures miniatures pour enfants. Le jeune homme se pencha pour les ramasser, les remettant rapidement dans la boîte. Donna baissa légèrement sa vitre, et des bribes de conversation leur parvinrent, portées par la brise. « Je m'en fiche », lança la voix de Walter. « Pas les miens. » Une rafale de vent apporta d'autres mots. « Sois honnête avec moi, pour ta mère, puis pars. » Le jeune homme secouait la tête, visiblement agité. Il s'éloigna à grands pas avec la boîte vers la Volkswagen, bouleversé par ce qui venait d'être dit. Helen et Donna échangèrent un regard significatif. « À ton avis, c'était à propos de quoi ?» chuchota Helen. Elles continuèrent à observer Walter retourner ranger ses derniers articles sur la table de vente. Le jeune homme avait chargé la boîte dans sa voiture et s'éloignait déjà. « Peut-être que c'est le fils de Walter, » dit pensivement Helen. « Je l'ai entendu dire quelque chose à propos de mère. »« Je le pense aussi, » approuva Donna. « Mais pourquoi lui a-t-il donné cette boîte ?» L'esprit d'Helen s'emballait. On dirait que la boîte était remplie de jouets d'enfants. Peut-être qu'ils étaient à lui. Si c'est le cas, alors la Game Boy devait être à lui aussi. Elle se tourna vers Donna avec une soudaine urgence. « Peut-être que nous pourrions obtenir des informations si nous parlons à ce fils. »« Le suivre ?» dit Donna sceptique. « Je n'aime pas traquer les gens, Helen. Et d'ailleurs, sa voiture est déjà partie. »« S'il te plaît, » supplia Helen. « Je ne veux pas que ce soit une autre impasse, pas quand nous pourrions enfin avoir quelque chose. Si nous appelons la police, je ne pense pas qu'ils nous prendraient au sérieux. » Donna regarda le visage désespéré de son ami et céda. « D'accord, » dit-elle. « Nous allons voir où il va. Peut-être lui parler s'il est disposé. Mais nous ne dérangerons personne et n'entrerons sur aucune propriété. »« D'accord, oui, » approuva immédiatement Helen. « Merci, Donna. Merci. » Donna démarra la voiture et quitta le parking, suivant la direction de la Volkswagen verte. Ce n'était pas difficile de la repérer, sa forme distinctive se démarquant parmi les véhicules plus conventionnels. Donna la suivit soigneusement, maintenant une distance normale pour ne pas sembler suspecte. « Là !» pointa Helen, alors que le clignotant de la Volkswagen s'allumait. « Il tourne. » Elles regardèrent la voiture entrer dans un parking et s'arrêter devant ce qui semblait être un magasin de nouveautés à thème effrayant. Le bâtiment était peint en noir avec des garnitures violet foncé, et même de la route, elles pouvaient voir des décorations d'Halloween dans les vitrines. Le magasin était situé près de la périphérie de Maple Hollow, dans une zone plus commerciale. « Mince !» marmonna Donna. Elle avait manqué le virage, coincée dans la mauvaise voie. Faire un demi-tour brusque perturberait la circulation, avec des voitures derrière elle. « C'est bon, » dit Helen, bien qu'elle tendait le cou pour garder le magasin en vue. « Trouve juste un endroit pour faire demi-tour. » Donna continua à conduire, cherchant un endroit sûr. Elle en trouva un à environ 400 mètres et tourna soigneusement la voiture. « Espérons qu'il est encore là, » dit Donna, en approchant à nouveau du magasin, cette fois dans la bonne voie. Mais alors qu'elle s'approchait du parking, elles virent l'homme sortir du magasin, portant 2 grands sacs de course et marchant rapidement vers sa voiture. Avant que Donna ne puisse envisager d'entrer dans le parking, la Volkswagen verte recula soudainement à grande vitesse. Elle passa si près de leur voiture que Donna dut freiner brusquement pour éviter une collision.
C'est quoi ce délire? S'exclama Donna. Tu as vu ça? Qui conduit comme ça? Il a reculé sans même regarder. La Volkswagen sortit à toute vitesse du parking et retourna sur la route principale, les laissant secouer. Devrions-nous continuer à le suivre? Demanda Helen. Donna serra le volant plus fort. C'était trop près. Mais oui, voyons où il va. Elle reprit la filature, gardant une distance plus sûre cette fois. La voiture se déplaçait plus vite maintenant, se frayant un chemin à travers la circulation, rendant la poursuite difficile sans conduire imprudemment. Puis elles entendirent les sonneries d'un passage à niveau. Les barrières s'abaissaient juste au moment où la Volkswagen passait à toute vitesse. Donna dut s'arrêter, bloquée par les barrières. « Oh non !» dit Helen frustrée, alors qu'un long train de marchandises commençait à passer. Wagon après wagon, le train défilait, chaque seconde semblant une éternité. « C'est un long train », observa Donna, tambourinant des doigts sur le volant. Elles attendirent en silence, sachant toutes deux que chaque seconde éloignait la Volkswagen. Enfin, le train passa, et les barrières se levèrent. Donna accéléra à travers le passage et continua sur la route, scrutant tout signe de la voiture verte. Elles atteignirent une intersection où la route se divisait en 3 directions. Aucun signe de la Volkswagen. « Par où? » demanda Donna. « Je ne sais pas, » admit Helen. « Nous l'avons perdue. » Donna se gara sur le côté de la route. « Je suis désolée, Helen. Entre le train et cette intersection, il n'y avait aucun moyen de suivre. » Helen soupira et s'adossa à son siège. « C'est bon. Nous l'avons suivi assez loin. Peut-être que ce n'est rien. C'était idiot de l'avoir suivi jusqu'ici, enfin, en fait. Nous aurions dû en parler à la police. » Elle regarda par la fenêtre le ciel. « Le soleil va bientôt se coucher. Nous devrions rentrer. » Donna acquiesça et fit demi-tour. « Nous dirons à la police à propos de cet homme. Il semblait être le fils de Walter. Ils peuvent l'interroger. » Elles repassèrent par le chemin emprunté, passant à nouveau devant le magasin de nouveautés. Helen se surprit à le fixer. « Peut-être devrions-nous vérifier ce magasin ?» dit-elle soudain. « Pourquoi ?» demanda Donna. « Qu'est-ce que c'est ce qui pourrait être si important là-dedans? » Mais alors, Donna remarqua une grande bannière de solde accrochée à l'extérieur du magasin. Son expression s'adoucit. « En fait, » dit-elle pensivement, « peut-être devrions-nous nous arrêter, puisque nous sommes là. Nous avions prévu une journée dehors, tu te souviens, mais elle a été interrompue. Halloween est dans 3 semaines, et l'anniversaire de ma nièce aussi. Peut-être pouvons-nous jeter un œil, trouver quelque chose d'intéressant. » « Oui, » approuva Helen, une note mélancolique dans la voix. « J'aurais visité cet endroit si j'avais encore mon garçon avec moi. » Donna tourna dans le parking et trouva une place. En se garant, elles virent clairement le nom du magasin sur l'enseigne. Dark Delights Party Emporium. Elles sortirent de la voiture et marchèrent vers l'entrée. Un jeune employé était accroupi dans le parking, fumant une cigarette. Il leva les yeux à leur approche. « Bienvenue », lança-t-il, levant sa cigarette en guise de salut décontracté. « Je serai à l'intérieur dans 1 minute pour vous aider, mesdames. » Helen et Donna poussèrent la lourde porte vitrée du Dark Delights Party Emporium. L'intérieur était différent de tous les magasins qu'Helen avait vus dans leur quartier tranquille. Les étagères regorgeaient de costumes d'horreur, des vampires et loups-garous classiques aux créatures plus élaborées. Des masques en latex pendaient à des crochets sur les murs, leurs orbites vides fixant les clients. « Regarde tout ça », dit Donna, ramassant une bouteille de faux sang. « Ils mettent vraiment le paquet pour Halloween. » Le magasin était clairement une destination saisonnière populaire autour d'Halloween.
Des machines à fumer étaient exposées, et des figures animatroniques s'animaient parfois au passage, arrachant un petit cri à Donna. Cet endroit était intense, commenta Helen, bien que son esprit restait focalisé sur la raison de la visite du fils de Walter. Elles flânèrent un moment, et Donna finit par choisir un costume de sorcière qu'elle pensait plaire à sa nièce. Il était fait de tissu violet chatoyant, avec des étoiles argentées éparpillées. « C'est parfait, » dit Donna, se dirigeant vers le comptoir. « Elle va adorer. » Elle posa le costume sur le comptoir, mais l'employé était toujours dehors à fumer. À travers la fenêtre, elles le virent prendre son temps, sans hâte de revenir. Donna soupira. « Je vais le chercher. » Mais alors qu'elle se tournait pour partir, le tissu glissant du costume glissa derrière le comptoir, tombant sur l'espace de travail du caissier. « Laisse, » dit Donna, déjà en route vers la porte. « Je vais le chercher. » Mais Helen, toujours polie, décida de le récupérer. Elle se pencha par-dessus le comptoir, s'étirant pour atteindre le costume. Ce faisant, ses yeux tombèrent sur un écran d'ordinateur portable actif, affichant un clip vidéo en pause. Le costume avait atterri partiellement sur le clavier. En tendant la main, Helen appuya accidentellement sur une touche. La vidéo se lança. Le clip était granuleux, clairement enregistré, avec une webcam de faible qualité. Il montrait un cadre extérieur sombre, semblable à des bois la nuit. La caméra tremblait, se déplaçant à travers les arbres. Puis, soudain, un visage apparut près de la caméra. « Qu'en penses-tu » demanda l'homme dans la vidéo, avant que le clip ne s'arrête brusquement. Helen fronça les sourcils. Malgré la mauvaise qualité, elle était certaine que l'homme était celui qu'elle avait vu au parking de Lavender Grove, celui qu'elle croyait être le fils de Walter. La porte d'entrée du magasin s'ouvrit avec un carillon. Donna revint, suivie du commis, qui semblait agacé d'avoir été interrompu. « Que faisiez-vous » demanda-t-il à Helen, d'une voix anxieuse en la voyant derrière le comptoir. « Oh, je ne fouinais pas » dit rapidement Helen, se redressant. « J'essayais juste de récupérer le costume qui a glissé sur votre bureau. » Le commis se précipita vers son ordinateur portable, son visage rougissant. Helen continua. « Désolé, mais qui était l'homme qui est venu ici plus tôt? »« Lequel ?» demanda le commis, bien que ses mains se dirigeaient déjà vers l'ordinateur. « Vous savez, celui d'avant nous, il n'y a pas longtemps, l'homme avec la Volkswagen. » Le comportement du commis changea instantanément. Il devint défensif, presque agressif. « Avez-vous touché à mon ordinateur ?» Sa main se précipita vers la souris, voulant fermer la vidéo, mais il révéla accidentellement ce qui était derrière. Helen aperçut une fenêtre Yahoo Messenger affichant une salle de discussion de groupe. Le titre du groupe était « Scary Fun Party » en gras. Ce qui fit bondir son cœur fut de voir le nom Nathan en gras dans la boîte de discussion. Entouré de plusieurs émoticônes, Yahoo Messenger, le mettant en évidence. « Vous fouiniez vraiment ?» accusa le commis, fermant l'ordinateur d'un coup sec. « Je pourrais vous signaler à la police pour ça. » « Non, vous ne comprenez pas, » dit Helen avec urgence. « Mon fils, disparu depuis 10 ans, s'appelait Nathan. Pourquoi ce nom est-il là? Dites-moi. » Le commis ricana. « Vous êtes folle. Qu'est-ce qui ne va pas avec le nom Nathan? N'importe qui peut s'appeler Nathan, ce n'est pas rare. C'est juste un plan de fête, d'accord? » « Je suis désolé, » persista Helen. « Mais quand j'ai essayé de récupérer le costume, j'ai accidentellement appuyé sur le bouton de lecture. J'ai vu l'homme dans cette vidéo. C'était le même homme qui est venu ici. » Donna s'avança, sentant une opportunité. « Le reconnaissez-vous? »
La police recherche toujours le fils d'Ellen, et ce matin, ils ont trouvé une piste pointant vers le père de cet homme. Le commis pâlit visiblement. Il tremblait, clairement effrayé. « Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Je n'ai rien à voir avec ça. Je vends juste des trucs. » Ellen se pencha. « Vous aviez un clip vidéo de lui et vous avez agi comme si vous le connaissiez. De quoi parliez-vous exactement quand vous avez mentionné Nathan? » Donna lança un regard à Ellen, puis au commis. Parce que la preuve trouvée ce matin suggère que cet homme ou quelqu'un de sa famille pourrait être impliqué dans la disparition de Nathan. Maintenant, nous avons une autre piste ici. Nous devrons alerter les autorités à propos de cette vidéo et de ce message de discussion. Le commis craqua. « S'il vous plaît, je ne veux pas d'ennui avec la police. L'homme s'appelle Derek. Nous parlions d'une fête effrayante. Il l'organise dans une propriété familiale. Le message de discussion était juste pour planifier la fête. » Il ouvrit l'ordinateur portable d'une main tremblante. « Regardez, je lui ai seulement vendu des costumes et du matériel. Si vous ne me croyez pas, lisez la discussion. Mais s'il vous plaît, n'appelez pas la police. » Ellen et Donna se penchèrent pour lire la conversation Yahoo Messenger. Les messages parlaient d'une surprise pour Nathan, mentionnant le besoin de visuels effrayants de haut niveau et assez de stroboscopes pour un impact total. Il y avait aussi une adresse où ils prévoyaient de se rencontrer. « Donc, il faut être amis pour être invité comme ça, » observa Donna, notant rapidement l'adresse. « Oui, nous sommes amis, » admit le commis. « Mais je ne savais rien d'un garçon disparu. Rien de tout ça. »« Merci, » dit Ellen. « Je dois informer la police. »« S'il vous plaît, pas la police, » supplia le commis. « Le patron me virera. Ce n'est pas facile pour moi de trouver un nouvel emploi. Je suis en probation pour un vol à l'étalage il y a 2 ans. Ce travail fait partie de ma réhabilitation. Si je le perds, je pourrais retourner en prison. » Donna finit de noter l'adresse et regarda le jeune homme terrifié. « Si vous n'avez rien fait de mal, vous n'aurez pas d'ennui. » Ellen sortait déjà son téléphone. Elle composa le numéro du commissariat, ses mains tremblant d'un mélange de peur et d'espoir. « C'est Ellen Whitmore, » dit-elle quand quelqu'un répondit. « J'ai besoin de signaler quelque chose lié à l'affaire de mon fils disparu. J'ai découvert un clip vidéo et des messages de discussion mentionnant son nom. Attendez, il y a une adresse où quelque chose se passe ce soir. » Elle donna tous les détails. Le commis s'appuya contre le comptoir, l'air vaincu et terrifié par ce qui allait suivre. Donna se tenait de manière protectrice près d'Ellen alors qu'elle terminait son appel. La police arriva en moins de 15 minutes, leur sirène déchirant l'air du soir. Plusieurs voitures de patrouille entrèrent dans le parking du Dark Delights Party Emporium et des officiers pénétrèrent rapidement dans le magasin. Le commis semblait très anxieux, son visage pâle alors qu'il regardait les officiers s'approcher. Ses mains tremblaient derrière le comptoir. Le détective Morrison était parmi eux et Ellen se dirigea immédiatement vers lui, expliquant tout ce qui s'était passé. Pendant qu'elle parlait, d'autres officiers interrogèrent le commis. Le jeune homme répondait avec une peur évidente, lançant des regards à Ellen. « Je ne sais pas ce qui va arriver à ce jeune homme, » dit Ellen au détective Morrison, ressentant une vague de compassion. « Il dit qu'il est en probation, mais il nous a aidés. Il nous a donné les informations nécessaires. » Le détective Morrison acquiesça pensivement. « Nous garderons cela à l'esprit. Il semble connaître cet homme, Derek, mais nous n'avons encore aucune preuve que Derek ait fait quelque chose de mal. Nous devons enquêter d'abord. » Un officier s'approcha avec l'adresse que Donna avait notée. « Monsieur, cet endroit n'est pas loin d'ici, juste à la périphérie de la ville, près d'une zone boisée. »« Nous contacterons Walter Griggs, » dit un autre officier, se dirigeant pour passer l'appel. « Allons-y,
dit le détective Morrison à Helen et Donna. Vous pouvez venir avec moi. Elles montèrent dans la voiture banalisée du détective et se dirigèrent vers l'adresse. La radio grésilla pendant le trajet. Détective Morrison, dit la voix du répartiteur, nous avons confirmation de Walter Griggs. Il admet que l'adresse est celle de sa maison de vacances, une vieille propriété familiale près d'Asholo, abandonnée depuis des années. Cependant, il dit qu'il ne savait pas que son fils Derek l'utilisait. Il pensait que Derek vivait dans un appartement. Bien reçu, répondit Morrison. Le trajet les mena hors des zones suburbaines, vers des routes plus isolées. Le soleil se couchait, peignant le ciel de profondes estintées d'orange et de violet. Les arbres devenaient plus denses à mesure qu'ils approchaient. Enfin, ils tournèrent sur une étroite route de terre. Devant eux se dressait la propriété. Un chalet à moitié abandonné, barricadé, entouré de mauvaises herbes envahissantes. La scène était d'une tranquillité inquiétante dans la lumière déclinante. « Voilà la Volkswagen », dit Helen, pointant la voiture verte garée de manière désordonnée près de la maison. Plusieurs autres véhicules étaient également présents. « Mais je ne vois personne », observa Donna. Les voitures de police s'arrêtèrent et les officiers sortirent quand rapidement, les mains sur leurs armes. Le détective Morrison se tourna vers Helen et Donna. « Restez dans la voiture », ordonna-t-il. Mais Helen ne pouvait pas. Pas quand elle était peut-être si près de Nathan. Elle et Donna sortirent discrètement du véhicule et suivirent à distance. Les officiers approchèrent le chalet avec précaution. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte. « Police !» annoncèrent-ils fort. « Y a-t-il quelqu'un à l'intérieur ?» Aucune réponse. Les officiers entrèrent, armes dégainées, se déplaçant dans l'intérieur sombre. Malgré les avertissements, Helen et Donna les suivirent, restant loin derrière. Le chalet sentait le moisi et la décomposition. Des toiles d'araignées pendaient du plafond, et les planches du sol craquaient sous leurs pas. En avançant dans les couloirs, Helen entendit soudain des voix étranges et des rires venant de l'arrière de la propriété. « Vous entendez ça ?» chuchota-t-elle à l'officier le plus proche. L'officier acquiesça et pointa vers l'arrière de la maison. À travers une fenêtre brisée, elles virent des lumières vacillantes dans les bois. « Restez derrière », dit fermement l'officier à Helen. « Vous ne pouvez pas aller plus loin, pour votre sécurité et l'intégrité de l'affaire. » Helen s'arrêta à contre-cœur, regardant les officiers sortir par la porte arrière et se diriger vers les bois. Les sons devinrent plus forts, musique, rire et ce qui ressemblait à des cris. Puis tout changea en un instant. « Police, tout le monde les mains en l'air !» retentirent les voix des officiers. La musique s'arrêta brusquement. Ce qui suivit fut un mélange de cris de peur et de confusion. Le bavardage radio de la police s'intensifia. Helen entendit des demandes de renfort et d'une unité médicale. Son cœur battait à tout rompre alors qu'elle s'efforçait de comprendre ce qui se passait. Un autre officier apparut et conduisit Helen et Donna hors de la maison. « Pour votre sécurité, attendez près des voitures de police. » Elle se tenait dans l'obscurité grandissante, l'anxiété montant à chaque seconde. Puis, elle les vit. 5 hommes furent conduits hors des bois par les officiers. Ils portaient tous des costumes de zombies élaborés, avec un maquillage incroyablement réaliste. Chair en décomposition, os exposés, sang. Dans la faible lumière, ils semblaient véritablement terrifiants. La police les aligna, leur passa les menottes et leur lut leurs droits. Parmi eux, Helen reconnut un visage. Derek, l'homme de la vente de garage. Les yeux de Derek croisèrent ceux d'Helen, et son expression devint colérique. « Qui êtes-vous, exigea-t-il.
Vous ne savez rien, vous avez tout gâché. Je suis la mère de Nathan, dit Helen, s'avançant malgré les avertissements des officiers. Et je pense que vous êtes celui qui a enlevé mon fils. On s'amusait juste, cracha Derek avec dégoût. Les officiers s'atteignent. L'un entraînèrent notre main. Rapidement, lui et les autres, vers les voitures de patrouille. Alors que les véhicules s'éloignaient, avec les hommes arrêtés, un autre officier s'approcha d'Hélène, l'air urgent. « Madame, nous avons trouvé un jeune homme dans les bois. Il dit s'appeler Nathan, mais il refuse de sortir. Il est extrêmement bouleversé. Nous avons besoin de votre aide. » Les jambes d'Hélène faillirent céder. Donna attrapa son bras. « Vas-y, » dit fermement Donna. « J'attendrai ici. Va chercher ton fils. » Hélène suivit l'officier à travers l'arrière-cour et dans les bois. Ce n'est pas loin, peut-être 50 mètres. Là, éclairée par les lampes de poche de la police, elle le vit. Un jeune homme accroupi près d'un feu de camp encore fumant. Ses mains couvraient sa tête et il se balançait d'avant en arrière, regardant le sol. « Vous êtes tous des zombies, » répétait-il, la voix rauque de peur. « Vous allez me tuer. J'aurais dû écouter, j'aurais dû rester là-bas. » Une tache sombre s'étendait sur son jean, signe d'une peur incontrôlable. Il répétait ces mots, pleurant, et aucun officier ne pouvait rire ou penser que c'était une blague. C'était une terreur authentique. Helen s'avança lentement, ses instincts maternels prenant le dessus. Elle s'accroupit à côté de lui et toucha doucement son épaule. « Nathan, » dit-elle doucement, « maman est là. Je suis ta vraie mère, et je suis vivante. » Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis, lentement, le jeune homme leva la tête. Son visage était strié de larmes et de saleté, son expression confuse et effrayée. Il transpirait abondamment malgré l'air frais. Helen eut le souffle coupé. Même après 10 ans, même en tant que jeune homme de 18 ans, plutôt que le garçon de 8 ans dont elle se souvenait, elle le reconnut immédiatement. La forme de ses yeux, la courbe de son nez, la façon dont ses cheveux tombaient sur son front. C'était Nathan. Il semble sous l'influence d'un hallucinogène, dit doucement un officier. Ses pupilles sont dilatées, il est terrifié et profondément confus. Helen voyait combien Nathan tremblait. Elle prit sa main, la tenant fermement. « Nous allons t'aider maintenant, » dit-elle doucement. « Tu es en sécurité. »« Non, Nathan, » recula-t-il. « Je ne quitte pas cet endroit. S'il y a des zombies là-bas, c'est la fin du monde. Les gens meurent là-bas. Ils les ont pris pour des expériences. » Le cœur d'Hélène se brisa. Qu'avait-on fait à son garçon? « Nathan, écoute-moi, » dit-elle fermement, mais avec amour. « Il n'y a pas de zombies. Il n'y en a jamais eu, ni d'expérience. Le monde ne se termine pas. Quoi que Derek t'ait dit, rien n'était vrai. » Avec une patience infinie et l'aide des officiers, ils encouragèrent lentement. Lentement. Nathan a se lever. Il s'accrochait à Helen, regardant autour de lui avec crainte, s'attendant à ce que des monstres surgissent des ombres. Ils le conduisirent soigneusement hors des bois et à travers la maison. Dehors, une équipe médicale était arrivée et attendait avec une ambulance. Helen remarqua que les voitures de patrouille, emmenant Derek et les autres, étaient déjà parties. Les ambulanciers s'approchèrent doucement, parlant calmement tout en conduisant Nathan vers l'ambulance. À l'intérieur, Helen s'assit à côté de lui, ne lâchant jamais sa main. Un officier resta avec eux pendant que l'équipe médicale commençait son examen. « Il est encore sous l'influence », confirma un ambulancier. « Nous devons le transporter à l'hôpital pour identifier la substance et le traiter correctement. »
À la mention de l'hôpital, Nathan s'agita à nouveau. « Pas d'hôpital, ils vont me transformer. Ils vont faire des expériences sur moi. »« Chut !» apaisa Hélène, caressant ses cheveux comme lorsqu'il était petit. « Personne ne te fera de mal. Les médecins veulent juste t'aider à te sentir mieux. » L'ambulancier regarda Hélène. « Nous devons lui donner un sédatif pour le calmer, pour des raisons de sécurité pendant le transport. Consentiez-vous? » Hélène acquiesça, regardant l'administration d'un léger sédatif. En quelques instants, les yeux de Nathan commencèrent à se fermer, et son corps se détendit. Le détective Morrison apparut aux portes de l'ambulance. « Madame Whitmore, vous devriez aller avec eux à l'hôpital. Mon équipe restera ici pour recueillir des preuves. Nous attendons l'arrivée de Walter Griggs. Je veux parler à cet homme, » dit Hélène, déchirée entre son besoin de réponse et celui d'être avec Nathan. « Je sais, » dit doucement le détective, « mais votre fils a besoin de vous maintenant. Vous pourrez parler à Walter plus tard. » Hélène regarda Donna, qui s'était approchée de l'ambulance. Son amie acquiesça en accord avec le détective. « D'accord, » dit Hélène, se tournant vers Donna. « J'ai besoin de toi avec moi, Donna. S'il te plaît, viens avec nous. »« Bien sûr, » dit Donna, montant dans l'ambulance. Les ambulanciers sécurisèrent Nathan sur la civière. Hélène tenait sa main alors que les portes de l'ambulance se fermaient, isolant la scène de crime et les questions qui devraient attendre. Le service des urgences de l'hôpital était un tourbillon d'activités, alors que les ambulanciers précipitaient Nathan à travers les portes automatiques. Hélène tenta de suivre, mais une infirmière l'intercepta doucement. « Madame, s'il vous plaît, » dit-elle gentiment, « laissez les médecins travailler. Nous prendrons bien soin de lui. Quelqu'un viendra vous chercher dès que possible. » Hélène et Donna furent conduites dans une salle d'attente calme, loin de la zone principale des urgences. Les chaises en plastique étaient inconfortables, les murs d'un beige stérile, mais Hélène le remarqua à peine. Elle s'effondra sur un siège, les événements de la journée la rattrapant. « Je n'arrive pas à y croire, » murmura-t-elle. « Il est vivant. Nathan est vivant. » Donna s'assit à côté d'elle, prenant sa main. « Tu l'as retrouvé, Hélène. Après toutes ces années, tu l'as retrouvé. » Elle restait en silencieuse un moment, puis Hélène se tourna vers son amie, les larmes aux yeux. « Merci, » dit-elle. « Si tu n'avais pas insisté pour me faire sortir, pour aller à cette vente de garage, nous ne l'aurions pas trouvé. » Donna serra sa main. « À partir de maintenant, concentre-toi sur l'avenir. Tu es une femme forte, Hélène. Tu n'as jamais abandonné l'espoir, et maintenant, tu as retrouvé ton fils. » Le temps semblait s'écouler lentement. Hélène se retrouva à revivre chaque moment dans les bois. La terreur de Nathan, sa confusion, la façon dont il l'avait regardée sans la reconnaître au début. Qu'avait fait ce monstre à son bébé? Enfin, un médecin en blouse blanche entra dans la salle d'attente. C'était un homme plus âgé aux yeux bienveillants derrière des lunettes à monture métallique. « Madame Whitmore ?» demanda-t-il. Quand Hélène acquiesça, il continua. « Je suis le docteur Peterson. J'ai soigné Nathan. »« Comment va-t-il ?» demanda Hélène, anxieuse. « Nathan a reçu une substance hallucinogène, » expliqua le docteur Peterson. « Ce type rend tout plus immersif et réel. Cela explique sa détresse extrême et sa paranoïa. La bonne nouvelle est qu'à part les effets de la drogue, nous ne trouvons aucun signe de violence physique. »« Dieu merci, » souffla Hélène. « Il montre des signes de malnutrition, » continua le médecin. « Mais cela peut être traité. Nous l'avons déplacé dans une chambre privée, mais il se repose encore pendant que les drogues s'éliminent de son système. »« Puis-je le voir ?» demanda Hélène. « Bientôt, » promit le docteur Peterson. « Donnez-lui un peu plus de temps. » Le médecin partit, et peu après,
le détective Morrison arriva avec un autre officier. Son expression était sérieuse mais bienveillante. « Madame Whitmore, Mademoiselle Parker », les salua-t-il. « Pouvons-nous parler en privé? Il y a une salle de consultation que nous pouvons utiliser. » Elles le suivirent dans une petite pièce avec une table ronde et plusieurs chaises. Une fois assise, le détective Morrison sortit son carnet. « Nous avons appris beaucoup de notre enquête jusqu'à présent. Comment va-t-il? » Le fils de Walter Griggs, Derek, est celui qui a fait tout cela à Nathan, dit le détective. Nous l'avons interrogé et il a répondu volontiers, bien que sa perspective soit tordue. Helen se pencha, désespérée de réponse. Derek a dit qu'il était fier quand il a enlevé Nathan il y a 10 ans, continua le détective. C'était pendant la fête d'anniversaire de Nathan, quand il avait 8 ans. Oui, confirma Helen, la voix tremblante. C'était la plus grande fête que j'avais organisée pour lui. Nous avions invité tous les voisins et leurs enfants à Briarwood Park. Tant d'enfants sont venus, jouant sur la structure en bois, dans le petit jardin aux papillons. Sa voix s'éteignit alors qu'elle se souvenait de ce jour parfait devenu cauchemar. Derek a admis qu'il croyait que Nathan était son petit frère d'une autre vie, dit le détective Morrison. Il a affirmé l'aimer à sa manière tordue. Il n'a jamais eu l'intention de lui faire du mal, mais il n'a jamais prévu de le rendre non plus. « Comment l'a-t-il pris ?» demanda Helen, bien qu'elle redoutât la réponse. Derek avait 21 ans à l'époque. Il a approché Nathan en se faisant passer pour un ami plus âgé cool. Il l'a invité à jouer à un jeu d'espion secret dans les bois. Nathan, aventureux et désireux de se lier d'amitié, l'a suivi. Derek l'a endormi avec des médicaments contre les allergies pris dans la trousse de son père et l'a transporté par l'arrière du parc sans être détecté. Nathan a toujours voulu une figure paternelle ou un frère, dit doucement Helen. Son père était parti avant sa naissance et il n'a jamais eu de frères et sœurs. Il était si confiant. Le détective Morrison acquiesça avec sympathie, puis continua. Pendant 10 ans, Derek a élevé Nathan dans un sous-sol scellé d'une maison vacante que son père avait achetée et oubliée à la périphérie d'Asholo. Il lui a fait l'école à la maison et avait de fausses pièces d'identité. Derek a dit à Nathan que sa mère et tous les invités de sa fête étaient morts, mangés lors d'une attaque de zombies. Il s'est positionné comme son protecteur, le gardant caché des zombies. Il lui a fait croire un récit apocalyptique, que la race humaine déclinait, qu'il ne restait que de petits groupes de survivants. Nathan l'a cru complètement. Mais en grandissant, Nathan voulait sortir et aider. C'est pourquoi la fête, dit Donna, comprenant soudain. Exactement. Derek donnait à Nathan des hallucinogènes et organisait des mises en scène élaborées de zombies effrayants dans les bois pour l'effrayer et le faire revenir se cacher. Nathan était un adolescent qui avait à peine vu le monde. Derek invitait ses amis à ses fêtes, pensant que c'était juste un événement effrayant. Aucun d'eux ne savait que Nathan était le prisonnier de Derek. Il pensait intimider un gamin du voisinage. « C'est tellement tordu », dit Helen, les larmes coulant sur son visage. Donna tenait ses mains, offrant un soutien silencieux. « Et Walter ?» demanda soudain Helen. « Savait-il ?» L'expression du détective Morrison devint complexe. « Walter nous a tout dit et a demandé à vous parler, si vous le voulez. Nous pouvons écouter son explication ensemble. » Helen réfléchit un moment, puis acquiesça. « Je veux entendre ce qu'il a à dire. » Le détective quitta la pièce et revint avec Walter Griggs. L'homme âgé semblait épuisé, vieilli de 10 ans en quelques heures. Il s'assit en face d'Helen, incapable de la regarder dans les yeux. Le détective Morrison lui fit signe de parler. Walter s'éclaircit la gorge. « Madame Whitmore, je veux m'excuser pour tout.
Je ne savais honnêtement rien de l'enlèvement. Je vous le jure. Je savais que mon fils avait des problèmes, une obsession pour les enfants depuis qu'il était jeune. Je savais que quelque chose n'allait pas chez lui. Mais je n'ai jamais pensé qu'il irait jusqu'à enlever un enfant. Il fit une pause, rassemblant ses pensées. Quand j'étais en service comme officier de police, j'étais toujours occupé. Je laissais souvent Derek avec ses grands-parents. Nous n'avons jamais été proches, même à l'âge adulte. Alors pourquoi avez-vous essayé de cacher cette Game Boy ce matin? Demanda Helen, la voix dure. Walter tressaillit. Quand vous l'avez reconnu, j'ai su que Derek avait dû faire quelque chose de mal. Mais je ne pouvais pas croire que votre fils avait été enlevé. J'essayais juste de le protéger. Je pensais qu'il avait peut-être intimidé quelqu'un ou leur avait fait peur d'une manière ou d'une autre. J'avais trouvé des images d'enfants sur son ordinateur une fois. Il a toujours été obsédé, mais je n'ai jamais imaginé qu'il avait pris quelqu'un. Je ne voulais pas y croire. Sa voix se brisa. Je m'excuse sincèrement que pour mon comportement ce matin et pour mon fils. Il n'y a pas assez de mots pour justifier ses actions. Il sera puni. Helen acquiesça lentement, assimilant tout. Ils étaient tous choqués par les révélations. Nous avons commencé à traiter Derek et ses amis, ajouta le détective Morrison, ainsi que le commis du magasin, Tony. Et Tony? Demanda Helen, se souvenant du jeune homme terrifié. Il ne savait rien de l'enlèvement non plus. Il était terrifié quand nous l'avons interrogé, car il est en probation pour une autre affaire et ne voulait pas la compromettre. Tony travaillait dans ce magasin, vendant des articles à Derek sans connaître la vérité. Derek l'avait invité à la fête, essayant de se lier d'amitié, mais Tony n'y a jamais assisté. Il a aidé Derek à concevoir des décorations effrayantes, pensant que c'était juste une partie de son travail. Un coup à la porte les interrompit. Le docteur Peterson entra, un sourire doux sur le visage. « Madame Whitmore, Nathan s'est réveillé et demande à voir sa mère. » Helen se leva si vite qu'elle faillit renverser sa chaise. Elle suivit le médecin dans les couloirs de l'hôpital, le cœur battant. La chambre de Nathan était tamisée, les rideaux tirés. Il était assis dans son lit, l'air petit et perdu, malgré ses 18 ans. Quand Helen entra, il la regarda avec des yeux incertains. « Nathan, » dit-elle doucement, s'approchant lentement du lit. Il étudia son visage. « Vous avez dit que vous êtes ma mère? » Helen acquiesça, les larmes coulant librement. « Oui, mon chéri, je suis ta maman. » « Je me souviens à peine, » admit Nathan. « J'avais 8 ans quand Derek m'a pris, mais je me souviens de votre voix. Vous me chantiez des chansons. Vous aviez cette façon apaisante de parler quand j'avais peur. »« C'est vrai, » dit Helen, s'asseyant au bord du lit. « Je te chantais des berceuses chaque soir. » Nathan restait agité, ses yeux se tournant vers la porte et les fenêtres. « Mais les zombies... Derek a dit que le monde avait pris fin. Il a dit que vous aviez été mangé par des zombies. »« Ah, mon chéri, » dit Helen, prenant sa main. « Tout était inventé, chaque mot. Il n'y a pas de zombies. Le monde n'a pas pris fin. Je t'ai cherché chaque jour pendant 10 ans. Tu es en sécurité maintenant. Tout le monde est en sécurité. » Le docteur Peterson parla depuis la porte. « Nathan aura besoin de voir un thérapeute pour enfants. Le traumatisme psychologique de son expérience est significatif, mais nous sommes optimistes quant à son rétablissement. » Hélène ne quitta jamais son fils des yeux. « Je serai avec toi à chaque étape, » promit-elle. « Nous avons du temps à rattraper, 10 ans d'anniversaire, de Noël, de rentrée scolaire. Nous créerons de nouveaux souvenirs ensemble. » Nathan serra sa main avec hésitation. « Je veux te croire. Je veux croire que c'est vraiment fini.
C'est le cas, assura Hélène. Tu es rentré à la maison maintenant. Alors qu'elle tenait son fils pour la première fois en une décennie, Hélène réfléchit au voyage qui les avait menés Sissis. L'amour d'une mère n'avait jamais faibli, jamais abandonné. À travers 10 ans d'obscurité, elle avait gardé l'espoir. Et maintenant, cet amour indéfectible avait ramené son garçon vers elle. Nathan se pencha dans son étreinte, encore fragile, encore effrayé, mais commençant à faire confiance. La route devant eux serait longue et difficile, mais ils la parcouraient ensemble. Mère et fils, réunis enfin,